Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast. Nous allons continuer notre sujet de la dernière fois qui évoque en fait les relations entre les États-Unis, la Russie et la Chine dans le contexte de la nouvelle présidence américaine du gouvernement Trump après sa réélection. Et comme on a dit la dernière fois, comme c'est abondamment commenté, cette deuxième présidence Trump, en un mois, a bouleversé un certain nombre d'alliances, un certain nombre de, on va dire, paysages politiques, géopolitiques traditionnels, et a surtout mis à mal, peut-être de façon irréversible, le lien transatlantique qui unit les États-Unis et l'Europe depuis 1945. La stratégie actuelle de Trump semble devoir, in fine, à moyen terme, détruire tout le soft power américain en Europe, qui était donc l'héritière de, évidemment, cette entrée en guerre des États-Unis, à la fois lors de la Première Guerre mondiale et surtout lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est le combat contre le nazisme qui avait, je dirais, implémenté les États-Unis en Europe du point de vue ensuite de la culture, des infrastructures et aussi du parapluie militaire nucléaire américain. Et donc c'est toute cette, en tout cas une partie cette architecture qui semble être mise à mal, sans doute de façon irréversible, par les actions de Trump et des États-Unis sous Trump. Les États-Unis sous Trump ont donc coup sur coup à l'ONU voté avec la Russie et d'autres pays comme la Corée du Nord, voté pour voter une résolution à l'ONU qui appelle à la fin de la guerre sans condamner la Russie et sans mention de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On sait que toutes les précédentes motions, en fait, ont achoppé sur le veto de la Russie, évidemment, au Conseil de sécurité. Les États-Unis ont réussi à faire adopter une motion au Conseil de sécurité avec l'appui de la Russie et de la Chine et les abstentions des pays européens qui auraient pu mettre leur droit de veto, mais qui ne l'ont pas fait et qui ont donc laissé, d'une certaine manière, l'Amérique de Trump pactiser avec la Russie sur le dos de l'Ukraine. Et donc, pour le comprendre, il y avait plusieurs possibilités. On avait évoqué la possibilité, qui est évoquée de plus en plus fréquemment, en fait, d'une exposition de Trump à la Russie, d'une forme d'un compromat dont l'objet serait le président des États-Unis, sans parler d'agents russes exactement. Et en tout cas, il est vrai que non seulement Trump, mais aussi toutes les personnes de l'administration ont adopté un discours poutinien, un discours russe, et notamment sur la question de l'invasion. Les officiels américains, même secrétaires d'État à la défense, ont en fait, quand on leur posait la question au Parlement, savoir si la Russie avait attaqué l'Ukraine, ils ne peuvent plus répondre, ils n'ont plus le droit de répondre tant qu'ils font partie de ce gouvernement. En fait, ils bottent en touche. Et donc le fait évident que la Russie est entrée en Ukraine avec ses chars, c'est un fait, est dilué, est repoussé, et interdit et censuré à partir de l'idée en fait que la Russie ne fait que se défendre contre une expansion possible de l'OTAN. C'est cette idée qui a gagné Trump et l'entourage de Trump, qui est une idée qui a différents canaux de transmission, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe. Et c'est, on va dire, à partir de cette idée, et pour d'autres raisons, que Trump s'aligne avec la Russie, donc Trump agent russe, Trump dans la bulle de désinformation russe, comme disait le président ukrainien Zelensky, ou tout simplement Trump avec des intérêts communs et surtout une conception du pouvoir, une
vision du monde qui est en fait assez proche de Vladimir Poutine, à la fois en termes, je dirais, presque racial, de culture blanche, et aussi en termes de fascination pour le pouvoir, l'homme fort, une masculinité virile, toxique, qui en fait s'exerce et se manifeste dans un ensemble on va dire, d'éléments anti-minorité à travers différents moments de cette présidence et pendant aussi la campagne émanant de Trump et de son gouvernement. Donc Trump, l'Amérique de Trump, les États-Unis de Trump s'alignent sur Poutine. Et la question qu'on avait commencé à poser, c'est est-ce que, donc mis à part le fait que exposition à la Russie, agents russes, intérêts communs, conception commune du monde, est-ce que en fait il y a aussi une stratégie? Est-ce que ce serait Trump stratège qui aurait décidé de laisser tomber l'Ukraine? Et donc par là l'Europe, de laisser l'Europe à sa propre défense face aux menaces russes, et ça serait une stratégie en fait qu'on pourrait appeler de Nixon inversé. Ça veut dire quoi Nixon inversé? Cela veut dire en fait Nixon renversé. Ça en fait réfère à ce que le président Nixon avait fait avec la Chine. Alors on sait, ou on le rappelle, Nixon, c'est ce dirigeant américain qui, en février 1972, avait rencontré Mao Zedong pour mettre fin à 25 ans d'absence de relations diplomatiques avec la Chine. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était en fait d'encercler, ou on va dire de minimiser l'exposition de la Russie à la Chine, l'alliance russe, de contourner en fait l'alliance potentielle entre les deux pays soviétiques, les deux pays communistes, les deux pays socialistes, en reconnaissant la Chine. Alors, si Nixon avait entrepris cela, c'est parce que, et ça c'est très important par rapport au rapprochement, c'est parce que à ce moment-là, les relations entre l'URSS et la Chine, à la fin des années 60, étaient extrêmement mauvaises. On sait qu'il y a eu notamment un conflit direct en 1969 entre la Russie et la Chine autour de l'île de Jambal, et ça avait poussé les deux pays quasiment au bord de la guerre nucléaire. Donc la Russie et la Chine étaient à ce moment-là presque à couteau tiré, quand en fait, donc au début des années 70, à travers différents canaux, puis ensuite directement, les États-Unis se sont rapprochés de la Chine afin d'isoler l'Union soviétique, et d'une certaine manière, on peut dire que ça a marché, peut-être au-delà des espérances, puisque ensuite la normalisation des rapports entre la Chine et les États-Unis, ça a permis la reconnaissance diplomatique de la République populaire, au dépend donc de la reconnaissance diplomatique de la République de Chine en janvier 1979. Donc c'est cette stratégie, c'est très important, ça aussi, de se rappeler que cette stratégie de Nixon, c'est ce qui avait conduit aussi à défaire le lien officiel entre les États-Unis et Taïwan, et la Taïwan de Chiang Kai-shek, la Taïwan du Kuomintang, encore sous loi martiale à ce moment-là. Et ensuite, donc en janvier de 1978, les États-Unis reconnaissent la République populaire de Chine comme étant la seule Chine. Et en février de la même année, Deng Xiaoping rend visite à Carter. Et évidemment, à partir de là, des années 80, c'est le début en fait de ces 40 ans de croissance, imprévue, croissance importante, croissance extraordinaire de la Chine qui s'est ouvert à ce moment-là aux capitaux étrangers, qui a pu bénéficier de l'aide internationale à plein régime, de transfert de technologie pendant au moins 30 ans. Et la conséquence, ça a été de créer une Chine puissante, une Chine forte, une Chine rivale des États-Unis,
alors même que dans le même temps, à la fin des années 80, comme on le sait, l'effondrement de l'URSS a pu à ce moment-là, quand on est vraiment à la fin des années 80, début des années 90, on peut se dire qu'en fait, le plan a marché. La Russie s'est effondrée, l'URSS s'est effondrée, le Soviet s'est effondré, et il y a une Chine qui est une Chine dynamique, qui est une Chine économique, mais qui affirme un total manque d'ambition géopolitique, militaire, etc. Et donc, qui s'ouvre aux capitaux des États-Unis. Donc, on avait cette configuration-là. Et est-ce que donc Trump voudrait faire la même chose en inversé, c'est-à-dire en créant le lien avec la Russie, essayer d'isoler la Chine et d'une certaine manière, comme il y a eu avec la Russie, est-ce que par là, dans cette stratégie qui paraît vraiment extraordinairement étrange, paradoxale et un peu déroutante, voire indécente, de laisser tomber l'Ukraine, de faire alliance avec un criminel de guerre comme Poutine, est-ce que ça serait justifié in fine par le fait de renforcer en fait les États-Unis dans leur lutte contre la Chine? Voilà, donc ça c'est la question. Alors on va tenter d'y répondre de façon la plus complète dans le prochain podcast. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.